Nous sommes ensemble dans le monde en 7. Bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être avec nous dans ce nouveau numéro de l'émission. On va parler de Madagascar, la présidentielle, la longue attente des résultats. Comment améliorer cela? Nous évoquerons le Togo, Doing Business, Millennium Challenge Corporation. Le Togo gagne beaucoup de points à ces niveaux. Est-ce à dire que l'économie du pays se porte bien? Et puis le second sujet pour la seconde partie, c'est toujours le Togo, l'UFC de la résistance à l'humiliation. C'est une question. Et le plateau du jour un peu modifié par rapport au programme annoncé au départ. On reçoit Philippe Mati-Thomas Atakpa, délégué national à l'administration chargé des actions du PSR. Monsieur Atakpa, bonjour. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs. Merci d'accepter l'invitation. Je suis toujours ravi lorsqu'il faut parler au Togolais. Alors, dans le courant de l'émission, nous serons rejoints par le docteur Ekwe Foli, qui est conseiller de l'Union des forces de changement. Alors, on va commencer avec le Madagascar. Les Malgaches sont partis aux urnes le mercredi dernier et depuis là, les résultats tombent à compte-gouttes. On n'a pas encore une idée d'une estimation globale sur les 24 000 bureaux de vote que compte le pays. Moins de 1000 ont été dépouillés pour le moment. Et donc, la question qu'on se pose, pourquoi l'attente des résultats des élections est si longue sur le continent? C'est la question qu'on va vous poser. Mais on va suivre cette réaction, M. Atakpa, des observateurs dépêchés à Madagascar qui exhortent les politiques à s'abstenir de toute déclaration intempestive. Ce que nous avons constaté comme difficulté et anomalie, c'est des questions plutôt d'ordre logistique. C'est des questions liées à l'organisation qui n'ont pas eu d'impact sur la crédibilité des élections. C'est ça la conclusion fondamentale. Et donc, pas l'oublier, tous les partis politiques ont été à côté de l'OIF quand ils ont fait l'examen. Hein, c'est quand même important de ne pas tricher, surtout quand on déplore des irrégularités. Moi, les gens qui essaient de tricher, quand il s'agit de dénoncer des irrégularités, moi, je ne les aime pas. Nous ne disons pas encore que nous sommes vainqueurs, mais nous savons, avec nos baies, avec nos procès-verbaux et l'exploitation informatique qui est là, que nous sommes, à l'heure actuelle, en tête. Alors voilà, Philippe Atakpa, d'abord la réaction d'un des observateurs qui estime que quand certains candidats dénoncent des irrégularités sur la base de mensonges, ils ne peuvent pas l'accepter. Et un des représentants d'un candidat qui dit qu'ils ont les preuves qu'il y a eu des irrégularités. Et vous savez que ce n'est pas que le Madagascar, généralement dans la plupart des pays du continent, les élections donnent lieu à ça. Pourquoi d'abord? D'abord, c'est que souvent, lorsque le président sortant est candidat, c'est difficile sur le continent de donner de bons résultats. Je m'explique. Ça se dit souvent qu'on ne peut pas organiser les élections et les perdre. Et ça, c'est dommage pour la démocratie naissante africaine. Mais par rapport à Madagascar, bon, déjà, c'est un grand pays. Deuxièmement, 24 000 bureaux de vote, c'est beaucoup. Mais l'observateur parle de logistique. Et l'Afrique, on aime aller aux élections, mais on les bâcle. Moi, j'ai toujours dit que les élections en Afrique sont bâclées. Je ne peux pas comprendre qu'un grand pays comme l'Inde arrive à donner des résultats rapidement, alors qu'ils sont à plus d'1 milliard d'habitants. Et nous, en Afrique, un pays comme notre pays, par exemple, comme d'autres pays de l'Afrique, ils mettent un temps fou. Et là, moi, j'estime sincèrement, c'est là où il faut qu'on parle de limitation des mandats, c'est que lorsque le président sortant n'est pas candidat, il n'y aura jamais d'obstacle à ça. Parce que souvent, c'est eux, c'est-à-dire ils ont ils ont tout, les leviers de l'État, donc c'est eux qui empêchent la proclamation rapide de ces résultats. Mais là, vous avez vu, par exemple, c'est vrai que le sortant est candidat, mais il a d'abord démissionné 2 mois avant la tenue du scrutin. Mais ça s'est passé aussi sous d'autres cieux. On peut démissionner, mais garder toujours, parce que c'est lui qui les a nommés, et garder toujours la même mise sur certains points clés qui organisent les élections. Et ça, je le dis et je répète, c'est dommage pour notre continent africain. L'Afrique se développera uniquement
qu'après qu'on soit sorti de, si ce n'est pas moi, ce n'est pas toi, de bloquer les institutions ou alors de mettre les institutions au service d'une seule personne. Il faut qu'on dépasse ce stade. C'est honteux de voir l'Afrique, le continent le plus riche, être le dernier en termes de richesse dans la poche. C'est-à-dire que je regardais, quand vous regardez les émissions, il y a des Africains qui sont prêts à aller par exemple en Israël. Or, Israël reçoit les roquettes tous les jours. C'est-à-dire là où il y a la guerre tout le temps, les gens sont prêts à quitter notre continent de paix pour aller vers cette chose. C'est-à-dire qu'il est temps qu'on se pose réellement la question, et s'il faut revoir les choses, on va les revoir. Mais ça, je pense qu'il faut une nouvelle génération réelle d'hommes politiques ayant une vision globale du continent. Moi, j'estime que le Togo, à moi seul, il est tout petit. Est-ce que la CEDEAO, on peut former un pays? C'est-à-dire, il faut des grands ensembles pour affronter les grands ensembles du monde. C'est comme ça seulement on pourra s'en sortir. Moi, ça me fait ni chaud ni froid d'être dans un grand ensemble, et que ce soit un anglophone ou un lusophone qui soit président de la République. L'essentiel, c'est qu'on sache où on va. Donc on pourra avoir, par exemple, les États-Unis de l'Afrique occidentale, et puis bon, il y aura un mécanisme on va développer les choses. Et moi, je pense qu'il faut qu'on aille vers là. De toute façon, il faut qu'on aille vers là. Parce que les petits ensembles, là, je me pose la question, est-ce que nous avons des pays? Il y a une dame qui a dit que non, le problème en Afrique, ce ne sont pas les États, c'est les chefs d'État. Mais je pense, elle a raison, mais je pense qu'il faut aussi avoir des États forts. Et pour avoir des États forts, il faut l'accumulation des forces. Alors, vous voyez, dans le cas de Madagascar, on a déjà des candidats. C'est vrai qu'il y a au moins 4 anciens présidents, dont le sortant, qui sont en cause, mais déjà des anciens présidents qui s'autoproclament vainqueurs, qui disent que c'est eux qui ont gagné, alors qu'il y a des voies légales qui sont autorisées à donner les résultats. Qu'est-ce qui vous arrive à vous, des oppositions en Afrique, pour ne pas avoir la patience nécessaire d'attendre les résultats? C'est ça, j'étais en train de vous dire tout à l'heure, c'est que souvent, les présidents sortants ont les leviers de l'État. Donc, vous pensez les prendre de court, c'est ça? De court, c'est-à-dire que souvent, ils retardent la proclamation des résultats pour ajuster, pour donner. Et pourtant, vous êtes dans les CENI, dans les Sénats, dans les CEI qu'on a. C'est compliqué, M. Niaoui, c'est très compliqué, parce que nous avons, ce que vous dites là, nous avons nos représentants dans les bureaux de vote. Nous, on n'a pas les moyens de les payer, de les nourrir. Donc, tout le problème est là-bas, en fait, c'est ça? Voilà, le problème, c'est dans les bureaux de vote. Et souvent, les partis au pouvoir qui ont les biens de l'État, qui ont les moyens de l'État, ils viennent, ils les nourrissent, ils les achètent. Quand je dis acheter, même là, parfois, c'est quoi? C'est 2000, 5000, tout ça. Et bon, je me rappelle au Togo qu'un représentant d'un parti politique nous a ramené les résultats avec 0 voix. La question que je me pose, lui-même, il a voté ou pas? Vous voyez, donc c'est... Alors, ça veut dire qu'en fait, le problème, il est plus subtil que la simple proclamation des résultats. C'est depuis la base, c'est ça? C'est la base. Je vous dis, il y a Staline, cette phrase, elle est capitale. Ce n'est pas le vote qui compte, c'est ce qui compte le vote qui compte. Et en Afrique, il faut qu'on arrive quelque part à avoir des hommes crédibles. Vous savez, j'aime bien la démocratie ghanéenne. J'aime bien. Mais là-bas, il y a aussi beaucoup de problèmes. Il y a des contestations. Vous savez, à chaque fois qu'il y a des élections, on dit que les gens de la Volta Region, tout cela, viennent du côté du Togo, tout ça pour aller se faire. Il y a des problèmes, mais peut-être qu'eux, ils n'en font pas, ils font pas un tambour battant autour, non, simplement. Ils ont des gens vers qui se tourner pour régler certains problèmes. C'est comme le Burkina Faso. À un moment donné, il y avait des problèmes. Il y a le Moro Naba. On est allé le voir et ils ont réglé les problèmes. Mais dans d'autres pays, il n'y a pas ça. C'est-à-dire qu'on a tellement politisé nos institutions, on a tellement broyé certaines hautes voix qu'on ne sait plus comment régler les problèmes. Donc aujourd'hui, moi, au Madagascar dont on parle, et les deux ennemis, Rajoel et puis Ravalomanana, quand on dit qu'ils sont en tête, là, je me dis, il y a un problème parce que
comment les Malgaches peuvent accepter mettre en tête des ennemis. Donc j'ai peur dès le lendemain si vraiment c'est les deux qui sont retenus pour le second tour. C'est là où il y a un problème, parce que vous prenez le Maghreb. Au moment où on leur a donné la possibilité de voter, ils prennent les radicaux pour amener au pouvoir, plutôt que d'amener les progressistes. Je me suis toujours dit, venant de mon pays, je me suis toujours dit, ceux qui sont chargés de nous noter, c'est-à-dire la population, n'a pas le niveau. Oui. C'est ça le truc. Donc il faut vraiment éduquer la population sur les idéologies, à quoi ça sert une idéologie, et c'est à partir de là qu'on pourra sortir. C'est tout, je vous dis, dans ce cas-là, il faut créer de grands ensembles. C'est les grands ensembles qui pourront nous permettre de s'en sortir. Mais on parle de grands ensembles, on n'oublie pas le Madagascar, c'est un gigantesque pays. Oui, c'est un gigantesque pays. Et d'ailleurs, un pays qui a une langue. C'est-à-dire c'est l'unicité de langue. Voilà, l'unicité de langue, déjà, c'est un atout, là. C'est un atout et un pas en avant. Mais comme ils ont toujours eu des crises et des haines, parce que quand je prends Ravlomana et Rajoel, c'est une haine vraiment féroce. Oui. Donc, c'est ça qui fait aussi que je dis il faut qu'on change de classe politique. À un moment donné, mais on va pas. C'est valable pour la plupart des pays du continent, c'est ça? Oui, on ne va pas les tuer, mais il faut vraiment réussir à les écarter, c'est ça? Réussir à écarter beaucoup de personnes. Vous savez, dans notre pays aussi, on a les mêmes problèmes. Bénin à côté, aujourd'hui, où Talon est arrivé, bon, tout le monde était enchanté. Les mêmes problèmes sont en train de se poser. Donc, il faut que les Africains comprennent qu'il n'y a pas quelqu'un qui a un bâton magique. Lorsqu'il va arriver au pouvoir, il va changer tout d'un seul coup. Non, c'est progressivement. Tout ce que nous faisons, il faut qu'on accepte qu'on le fait pour les générations à venir. Pas nécessairement pour que nous, on puisse gagner quelque chose. Alors là, je rappelle, dans le cas de Madagascar, la question qu'on se pose aussi, c'est la longue attente dans la proclamation des résultats. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un moyen d'améliorer cela sur le continent? Moi, ça m'étonne qu'on est au moment des nouvelles technologies et qu'on me dise qu'on met un temps fou pour donner les résultats. En France, quand les élections sont terminées, à 20h, on a les résultats. On connaît à peu près qui a gagné les élections. Aux États-Unis, le lendemain, on n'en parle pas. Les États-Unis, par État, on sait déjà par État qui est arrivé en tête de tout. Mais l'Afrique a ce paradoxe que je ne comprends pas. Qu'un chef ne perd pas une élection. C'est grave, ça dit c'est très très difficile, subtil par rapport au tenant de l'ordre, mais je pense qu'il faut qu'on dépasse ça. Vous vous rappelez bien en 2010, si j'ai bonne mémoire, 2010 ou 2013, où au Togo il fallait la transmission en VSAT. Et à la dernière minute on dit c'est en panne. Vous voyez, ça dit il faut vraiment, moi je suis... Vous faites bien d'évoquer le VSAT. On a eu peut-être un autre logiciel en 2015 qu'on appelait Succès, qui, au dire de certains, avait déjà les résultats à 20h. Mais c'est vous, parce que vous étiez dans le CAP 2015, qui ne faisiez pas confiance à ce logiciel-là, de sorte qu'on a dû attendre qu'on compte manuellement, qu'on regarde les procès-verbaux pour pouvoir donner les résultats. Malheureusement, je dis bien malheureusement, normalement la CENI a pour rôle la compilation des résultats, leur vérification et la proclamation des résultats provisoires. Bon, c'est peut-être là le hic, parce que le côté vérification n'est pas mentionné, on dit compile et proclame. Non. Comment? Ça dit que nous... Parce que tout le travail était déjà fait par les CELI. Non, il y a un problème. Si la CENI doit reprendre le travail des CELI, par exemple... Lorsqu'on donne 14 CELI, on donne le résultat de 14 CELI. Sur 40. Sur 40, combien? Et après on dit, c'est elle qui a gagné. Il y a un problème, c'est qu'il faut vérifier. On lui dit, attendez, nous allons voir, il faut vérifier tout ça là. Qu'est-ce qu'il y a à vérifier si les CELI ont déjà fait le travail? Mais attendez, pourquoi alors on n'a que 14 CELI et un programme? Non, vous ne répondez pas à ma question. Non, mais qu'est-ce qu'il y a à vérifier en fait? Mais il y a beaucoup de choses à vérifier. Vous savez, je vous ai dit parfois, nos délégués n'ont pas leur signature dans certains bureaux de vote. Et vous avez aussi dit que vos délégués vous envoient des PV où vous avez 0.
Moi, je vous Donc, dis... vous venez de le dire oui, aussi. je viens de dire Oui. que ça, une fois, j'ai connu un délégué d'un bureau de vote qui est arrivé avec 0 voix. Alors, je me posais C'est la ce que question... lui-même il vous a présenté. Voilà, et je me suis posé la question si lui, il a voté ou pas. Mais ça, c'est peut-être 1 ou 2 bureaux comme ça. Mais moi, maintenant, lorsque nous sommes dans la majorité... On a quasiment 9000 bureaux de vote au Togo. Voilà, moi, je vais vous dire quelque chose. En 2010, je sais que nous avons gagné les présidentielles. La preuve, c'est parce que quand nous avons commencé à faire nos compilations au César là-bas... C'est ce que tout le monde prend en exemple, finalement. Non, ils sont venus prendre... S'ils n'ont rien à les cacher... machines et tout. Non, s'ils n'ont rien à cacher, pourquoi ils sont venus prendre nos ordinateurs? Et jusqu'alors... Il paraît, peut-être, vous confirmerez ou pas, que ça a été aussi orchestré, que quand vous compiliez, qu'il y avait des gens parmi vous qui ont appelé la gendarmerie, qu'il y a telle chose ici, pour que vous ayez ça comme argument et dire que oui, c'est comme ça, on nous a triché, on a pris nos machines. Et, monsieur Nyawi, vous me connaissez un peu, on est au-dessus de ça. C'est pour ça que je vous pose la question pour savoir si Ce n'est pas possible. Vous savez, et la preuve, donc aujourd'hui, là, lorsque la gendarmerie nous harcèle de gauche à droite, c'est nous qui les appelons de venir nous harceler. Mais non, c'est pas ça. Et en 2015, nous avons gagné aussi les présidentielles. La preuve. Mais vous n'avez pas présenté des résultats en 2015. Mais non, c'est parce qu'on nous dit d'aller réclamer devant la Cour constitutionnelle. Une Cour constitutionnelle composée des gens corrompus à plat ventre devant le pouvoir. Bon, nous n'allons pas ça, c'est le même argument que toutes les oppositions avancent. Puisque là, nous parlons à l'échelle continentale et on voit une constance dans votre discours. Je parle des oppositions sur le continent. Depuis le Madagascar, qui est la grande île, jusqu'au Cap Vert, qui est la petite île, c'est le même discours, on dirait. Mon frère, c'est que les pouvoirs de chaque pays, ils ont le même comportement. Aujourd'hui même, nous sommes en train de régler un problème chez nous, avec la CEDEAO. Parfois, je me pose la question, si le syndicat des chefs d'État ne sont pas là pour aider leurs collègues d'un autre pays pour le maintenir. Alpha Condé avait déjà répondu à ça, il dit nous ne sommes pas un syndicat de chefs d'État. Moi, c'est comme ça, moi je l'ai conseillé. Parce que, attendez, comment on peut aller au niveau de l'Union africaine, dire oui, sur le continent, voilà ce qu'on doit faire, et après, bouge. Ce n'est pas un syndicat. C'est un syndicat fainéant qui ne travaille pas. Il ne faut pas qu'on dise que ce n'est pas un syndicat. Comment, sur la CEDEAO, on dit la libre circulation des personnes et des biens. Des personnes et des biens. Prenez à plat pour aller au Ghana, vous allez voir toutes les tracasseries que vous allez avoir au fur et à mesure. Ça s'améliore petit à petit. Ça s'améliore petit à petit, mais ça fait longtemps qu'on parle de tout ça. Donc moi, je considère que ce sont des syndicats. Sauf, je mets un bémol, il y a certains chefs d'État quand même dont leur élection a été crédible, c'est-à-dire il n'y a rien à... Vous pensez à qui, par exemple? Bon, je pense à notre voisin de l'Ouest, je pense à Ado, je pense à la Gambie, je pense au Sénégalais, même si à un moment donné les gens n'ont pas voulu... ils disent on ne l'a pas élu, mais c'était pour chasser l'ancien président. C'est-à-dire on n'a pas voté pour lui, mais contre l'autre. Contre l'autre. Et puis, bon, notre voisin du Nord, Kaboré, aussi, dans des circonstances aussi, on sait qu'il a été bien élu. Voilà. Donc, à part ça, mais ce qui est bizarre, c'est qu'à chaque fois qu'on a un problème à résoudre, et on prend un chef d'État comme le chef d'État ghanéen, dont je dis bien élu, et on va à la télé à la Guinée, qui lui actuellement est en train de frapper sa population, son opposition. Vous voyez que c'est là où je me dis parfois, est-ce que c'est pas fait à dessein, est-ce que c'est pas fait exprès? Parce qu'il y a des gens qui ont pris de la hauteur. Il y a des gens qui peuvent régler les problèmes. C'est-à-dire, tu ne peux pas avoir le même problème dans ton pays et venir régler le problème de l'autre. Est-ce que pour vous, je parle des oppositions toujours, être bien élu ou être, une élection transparente, c'est celle que vous gagnez? Non, pas nécessairement. Je vous dis sincèrement, moi, je suis prêt. Lors des élections, vous voyez, aujourd'hui, dans chaque préfecture, il y a des radios. Je suis prêt. Face à face, les candidats, on débat.
c'est que les journalistes d'invite. Cette culture n'est pas encore ancrée. Oui, mais hein, ça dit qu'il faut cette culture. Moi, je vous rappelle même qu'en 2015, on a tenté de faire un débat avec des candidats, mais des candidats de l'opposition ne sont pas venus. Ils se sont juste fait représenter. Je vous dis, vous les journalistes, continuez à les inviter. Moi, je vous dis, le jour où je serai candidat à une élection présidentielle, moi, je demanderai à débattre avec le candidat du pouvoir. Moi, je demanderai à débattre avec lui. C'est-à-dire que, moi, je pense que c'est là où vraiment on va comparer ma vision de la société, mon projet de société et lui son bilan. Ça, c'est quelque chose qui doit se faire normalement avec les candidats eux-mêmes. C'est à eux de dire, bon, il faut maintenant instaurer cela, il faut qu'il y ait un débat entre candidats. Mais pas nécessairement les candidats. Vous voyez, l'Assemblée nationale. Parce que si l'Assemblée nationale aujourd'hui, vous vous rendez compte par exemple que si moi, en tant que journaliste, j'invite des candidats, une autre chaîne en invite, une autre chaîne en invite, bon, finalement, ce n'est pas une action coordonnée. Mais si les candidats disent on veut un débat, bon, finalement, les organisations de la presse vont organiser. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Aujourd'hui, par exemple, l'Assemblée nationale peut vraiment voter une loi en disant ils imposent ça. Ils disent, écoute, ça devient une loi. Ce n'est pas obligatoire. Dans les pays où on le fait, ce n'est pas obligatoire. Vous savez... Vous rappelez l'élection de Hollande, quand il a gagné au premier tour, Sarkozy a demandé 3 débats. Oui. Hollande dit non, on se concentre sur le seul débat qu'il y a. Oui. Moi, l'essentiel, c'est qu'il y ait débat. Moi, sincèrement, l'essentiel, c'est qu'il y a débat. Est-ce que c'est tout ça quand même qui fait souffrir? Vous voyez, les États-Unis, moi j'aime bien lorsqu'ils débattent. Lorsqu'ils débattaient en disant non, Trump, il a fait... Mais c'est Trump qui a été élu. Oui. Alors que l'établissement regardait Madame Clinton. Oui. Voilà, ça dit que... Est-ce que c'est tout ça, parce qu'il y a absence de débat et tout, qui fait que finalement, on n'accepte pas en gentleman les résultats des urnes? Non, c'est que le pouvoir a les médias. Et tous les jours, il fait campagne. Et le seul moment où... Les médias vivent d'argent. Hein. Quand vous mettez les moyens... Les médias d'État, c'est nos impôts. Oui, mais pendant la campagne, vous avez la possibilité d'avoir accès aux médias d'État aussi. Écoutez bien ce que j'ai dit. J'ai dit, eux, ils font les campagnes tous les jours avec les médias d'État. Le seul moment où nous, on fait campagne avec les médias d'État, c'est lors des élections. Et encore, on est mal couvert par rapport au parti, au pouvoir. Il y a des lois qui réglementent ça. Et c'est là où je dis, il faut des débats. Il faut des débats de fond. C'est-à-dire, nous sommes dans un pays où c'est la forme qui compte. La forme qui compte. Tu vas entendre quelqu'un, mais Kenya, ça dit, lui là, c'est qui? Voilà. Non, il faut un débat. Je vous ai dit tout à l'heure que la population qui est chargée de nous noter n'a pas de niveau. Mais nous, avec le débat, on peut amener cette population à s'élever. Et c'est là où je disais la dernière fois, faisons tout dans la grandeur. Ouais. C'est lorsque le Togolais sera grand que le Togo deviendra une grande nation. Alors, Philippe Atakpa, est-ce que vous pensez que si on arrive à un moment sur le continent où on a fermé les bureaux de vote à 17h et à 20h, 21h ou 22h, on a les résultats, les oppositions vont les accepter? Du moment où l'élection a été équitable, crédible, c'est-à-dire, souvent, tu sais, sur la tête de nos aïeux, pour eux, une élection crédible, c'est une élection où il n'y a pas de violence. Parler du continent. Non, voilà. Du continent. Le continent en général. Quand je parle du syndicat, des chefs d'État en général, les observateurs, pour eux, une élection crédible, c'est une élection où il n'y a pas de violence. Oui. Mais non, c'est pas vrai. C'est aussi un critère. C'est un critère. C'est comme la qualité. Lorsque quelqu'un dit la qualité d'une chose, il y a la norme, il y a le délai, il y a le coût. C'est ça qui constitue la qualité d'une chose. Donc, aussi, pour une élection, c'est ça, j'ai dit, il faut une équité. Oui. Il faut que les gens puissent aller partout, sur le territoire, faire campagne. Ce qui est effectif dans la plupart des pays. Ce qui est effectif. Il y a même des forces de sécurité déléguées à leur sécurité. Je vous dis, parfois, c'est ce que le pouvoir fait voir à la télé. Mais en réalité, ils sont déjà passés dans les maisons pour interdire les gens de venir vous écouter, de venir écouter votre projet de société. C'est pourquoi je vous dis, je préfère des débats comme ça, télévisuels ou audio,
où les Togolais nous écoutent en même temps. C'est-à-dire que ce soit lui ou moi, on a le même temps de parole, nous expliquons nos projets, projet contre projet, et puis bon, les électeurs choisiront le meilleur candidat. Et c'est la seule façon de sortir de ce carcan qui retarde sérieusement l'Afrique. Alors, mais quand vous avez écouté tout à l'heure, dans le cas de Madagascar, c'est l'observateur qui dit c'est-à-dire c'est un conseil même qu'il donne quasiment, il ne faut pas juste avancer des choses pour dire qu'il y a eu des irrégularités sur la base du mensonge. Oui, il faut amener des preuves. Parce que les oppositions ne font quasiment jamais, peut-être à part le cas kenyan, où Raila Odinga a réussi à prouver que la première élection, il y a eu beaucoup d'irrégularités et la Cour suprême a suivi logiquement. Nous, en 2010, c'est ce que nous étions en train de compiler pour aller... Vous accrochez un peu trop en 2010. On nous a rejetés. Et en 2015, vous ne l'avez pas fait. On s'est dit, à quoi ça sert de faire... Donc vous n'aviez pas matériellement éléments qui prouvaient votre supposée victoire. On avait les éléments. Mais c'est que c'était une porte de temps pour aller devant une cour constitutionnelle qui, au finish, dira que c'est le système RPT UNIR, c'est le candidat du système RPT UNIR qui a été... Raila Odinga aurait raisonné ainsi qu'on n'aurait pas invalidé la première élection. Non, vous voyez, c'est-à-dire que prenons le cas de Gambie. On prend ce cas. La Gambie, c'était les billes. Oui, c'était... On prend ce cas. Le président actuel est élu. Le président sortant l'appelle, le félicite, et quelques jours après, patatrac, il dit non, lui il ne parle plus. Parce que celui qui s'est fait élire n'a même pas attendu de prendre fonction, a commencé déjà par faire des déclarations comme s'il y aurait une chasse aux sorcières. Mais, je vous dis, c'est aussi ça. Hein. Oui, mais vous savez, moi, au Togo par exemple, moi je le dis toujours, je suis togolais, 100%, je le dis toujours. Il faut éviter les chasses aux sorcières. La chasse aux sorcières, il faut éviter ça. Il faut vraiment que le pouvoir, l'opposition, parce que nous sommes aussi, nous, appelés à venir au pouvoir. On peut voir qu'est-ce qu'on peut initier dans tout ce qui s'est passé. Parce que lorsque vous êtes au pouvoir pendant longtemps, vous traînez les casseroles. Nécessairement, vous les traînez. Mais est-ce que, pour autant, on doit vous poursuivre? Toute la question est là. La question, elle est là. C'est là où je dis, il faut qu'on discute sérieusement, voir qu'est-ce qu'on fait pour notre pays. Moi, je mets le Togo au-dessus de tout. Et c'est pour ça, parfois, il y a des déclarations que moi, j'évite de faire. Parce que on a souffert pendant longtemps du tribalisme au début de la démocratie dans les années 90, que je n'aimerais pas que ça se reproduise. Il n'y a pas que le Togo, c'est-à-dire qu'il y a d'autres pays. Le Cameroun, la dernière élection camerounaise, elle était tribale. C'est-à-dire, vous voyez des gens qui font des déclarations tonitruantes. Moi, je veux qu'on dépasse ça. Et dépasser ça, ce sont des amnisties. Il faut que le pouvoir accepte de discuter avec l'opposition. Il faut que l'opposition accepte aussi de discuter avec le pouvoir. On a les mêmes chaises, on discute et on voit, oui, si demain il y a alternance, quelle est la place du chef de l'État? Quelle est la place de l'ancien député? Quelle est la place de l'ancien maire? On fait quoi de l'ancien président de la République? C'est ça. C'est ça qui est important. Tant que l'ancien président de la République, tant que le président de la République au pouvoir ne connaît pas son sort, le jour où il ne serait pas au pouvoir, il n'est pas prêt de lâcher le pouvoir. C'est d'où il faut qu'on discute sérieusement. Moi, en fait, c'est des sujets sur lesquels, moi, je suis prêt à discuter avec n'importe qui. Parce que c'est très important. Vous pensez, par exemple, que pour améliorer la transmission et rendre rapide cette transmission, on peut s'appuyer sur les outils technologiques, informatiques qu'il y a, et vous n'oubliez pas que dans certaines zones, on n'a pas la connexion, on n'a même pas le réseau. On pourra le faire, on pourra le faire autrement. Vous savez, les zones blanches au Togo, elles ne sont pas nombreuses. Par exemple, si je prends mon pays, elles ne sont pas nombreuses. Parce que, en fait, ma spécialité même, c'est les mathématiques appliquées aux télécommunications. Donc, les zones blanches au Togo, il n'y en a pas beaucoup. Mais je sais que dans le nord du Mali et du Niger, ce n'est pas
évident. Et à Madagascar également. Voilà. Il y a des zones, je fais cette anecdote, où les candidats sont allés faire des campagnes et les habitants ne savaient même pas qu'ils ont été présidents de Madagascar. Ça veut dire qu'il n'y avait pas la télé. Il n'y avait pas la radio, non. La radio, la télévision, et il n'en avait pas. Oui, mais... Dans ce cas, comment on transmet des résultats? Attends. C'est la paresse. En fait, je dirais que c'est une paresse aussi de nos gouvernants. C'est-à-dire, on peut, moi je vous dis, on peut supprimer toutes les zones blanches. On peut les supprimer et avoir comment on appelle, la fluidité des communications partout et à moindre coût. Je prends un exemple banal. Move. Oui. Move, vous vous rappelez au début, Move c'est nommé, après au fur et à mesure, Move c'est étendu. C'est étendu, il fait des trucs. Move c'est privé. Vous leur faites de la publicité, on leur enverra la facture après. Move c'est privé. Move c'est privé. Alors que l'État qui a Togo c'est les leaders, là on supposé leader. On peut mettre plus de moyens pour couvrir tout le pays. Lorsque vous me parlez tout à l'heure de Madagascar, où il y a des gens qui sont arrivés, ils ne savaient même pas que... Il y a des zones au Togo aussi, ils n'ont même pas la TVT, la télévision nationale, ils n'ont pas. Aujourd'hui, ils ont New World, donc ça compense. Non, mais New World, lui, il est partout. Oui. Je peux vous dire, la dernière fois qu'on m'avait invité, même de la diaspora, j'ai eu beaucoup de messages. Mais je parle de la chaîne publique, la chaîne nationale. Elle n'est pas... C'est elle, c'est la chaîne, mais normalement, c'est elle qui doit être partout. Et il faut que... Et apporter l'information partout où l'on est. Et je pense que les gouvernants doivent faire cet effort louable. Imaginez-vous si France 2 ou France 3... voilà, surtout France 3 n'est pas reçu dans un village au fin fond de l'Auvergne. La prochaine fois, le maire, je ne suis pas sûr qu'il serait élu. Parce que c'est ça aussi. Ici... Oui, mais même quand on a, par exemple, la télé, quand on a les réseaux qui sont un peu partout, est-ce que ça facilite forcément la transmission? Puisque je l'ai dit, pour vous, de l'opposition, tant qu'on n'a pas le procès verbal physique, non, les procès envoyés par le net et tout ça ne font pas foi, apparemment. Moi, je suis pour le procès verbal, il est là, mais pour la transmission, on ne fait que lire ce que le procès verbal dit. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, parce que ce que vous êtes en train de dire, je vous rappelle, les gens ont dit pour 2015, par exemple, qu'on avait donné des portables au président des bureaux de vote, et juste après l'affichage des résultats, ils devaient envoyer des textos au vu des autres membres. Ce que des présidents ont commencé par faire, les autres les ont arrêtés pour dire non, on ne fait pas ça. Alors que c'est ce qui était décidé. C'est ce que je vous dis. Moi, je suis pour. Mais il faut déjà le procès verbal physique, le papier que nous avons. Ce que les gens ne pensent pas. Moi, je préfère que ce soit envoyé par SMS. C'est-à-dire que c'est comme un compteur de patates. Vous rentrez, il y a une sortie. Et on peut vérifier en fonction de des relevés physiques qu'on a. On peut vérifier avec la conformité numérique. C'est facile. Mais maintenant, est-ce que vous accepteriez, parce que de toute façon, les SMS arriveront avant les papiers physiques, que quand on a toutes les données des SMS qu'on publie, qu'on donne les résultats avant même que les papiers n'arrivent. Mais attention, pour ça, il faut maintenant allonger le temps de réclamation. Parce que le temps que nous prenions le procès verbal, le procès verbal physique et numérique, et on compare. Donc pour ça, il faut prolonger le temps de réclamation. On peut proclamer les résultats, mais le temps de réclamation, on peut le prolonger. D'accord. On va passer au second sujet, on va l'évoquer rapidement. Doing Business, MCC. Vous l'aurez remarqué, le Togo accumule de très bons points ces temps-ci. Par exemple, un bond de 19 points en avant dans l'indice des affaires de Doing Business pour 2019. Le Millennium Challenge Corporation qui décerne également une bonne note au Togo. Je pense que le Togo est le deuxième pays qui a fait le plus de réformes. Et ça, c'est des milliards de francs CFA en perspective. Est-ce que ça montre, Philippe Atakpa, que l'économie, niveau macro, se porte très bien? Si sur le plan macroéconomique, tout marchait très bien au pays.
quand je vois le panier de la ménagère, d'ailleurs la ménagère n'a plus de panier, je l'ai dit, elle a un sac noir qu'elle prend pour aller au marché. La ménagère togolaise n'a plus de panier. Vous voyez, tout ça, c'est très bien. Quand je vois que mon pays a fait un bond, ça me fait plaisir. Mais quelles sont les conséquences dans la poche du salarié? C'est ça que moi je regarde. Par rapport au doing business. Lorsque on dit doing business, vous pensez que c'est les chefs d'entreprise qu'on est allé voir. Non, c'est les technocrates dans les ministères qu'on a posé des questions et c'est eux qui écrivent, qui envoient. Et non, c'est-à-dire on a posé des questions sur les réformes, par exemple, qui ont été faites pour améliorer le climat des affaires. Mais le climat des affaires, c'est ce que je sais en train de dire. C'est-à-dire, vous reconnaissez qu'au Togo, en 24 heures, on peut créer son entreprise. Oui. Que quand on les crée, on a des exemptions fiscales, par exemple, pour une durée donnée. Directeur d'entreprise me pauvre. Parce qu'on vous dit, vous pouvez créer votre entreprise à 0 francs. Voilà. Bon, ça, c'est des slogans qu'on avait envoyés. Bon, maintenant, dans la réalité, est-ce que c'est vrai? C'est ce que je dis. Moi, il y a des petits frères, chefs d'entreprise me pauvres. C'est-à-dire, on est dans un pays où l'argent ne circule pas. Oui. Si, il circule, mais à un niveau donné. Mais en bas, l'argent, il ne circule pas. Mais j'ai dit, et je répète, ça, normalement... Non, je vais vous expliquer quelque chose un peu. Lorsque vous prenez, par exemple, la croissance économique, on dit croissance économique. La France ou l'Allemagne, ils prient pour avoir 2%. 2%. Oui. Avec 2%, ils savent que... le nombre de chômeurs va baisser du temps. Nous, on a 5%, 6% en Afrique, mais le chômage galope. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, c'est bien que mon pays, qu'on dise que mon pays a fait un bond de temps par rapport aux autres pays africains. Moi, ça me fait plaisir, mais c'est que dans les faits, c'est-à-dire dans le panier de la ménagère, il y a un problème. Sinon, je reconnais qu'en un temps record, l'on peut créer son entreprise. Et aujourd'hui, ce qu'il faut aussi, c'est que par rapport à la corruption, par rapport aux appels d'offres, il faut aussi que l'État fasse un effort de revoir pour éviter les surfacturations, pour éviter beaucoup de choses. Et à partir de là, tu vois, le pays ira mieux. Nous avons un chef d'État qui est économiste. On m'a dit qu'il est gestionnaire. Et qui est un master en gestion. Un MBA, oui, en gestion. Donc, au moins, on peut s'appuyer sur ça. Donc, plutôt que nous parle souvent de l'insécurité, il n'a qu'à commencer à nous parler de l'économie. Je pense que le pays... Bon, vous savez que c'est un président qui ne parle pas beaucoup, mais qui communique par les actes. C'est ce qu'on dit de lui. Non, il communique souvent par rapport à l'insécurité. Le résultat des actes, c'est ça. On voit que ça s'améliore dans le climat des affaires, que, par exemple, le M6, qui est un programme américain qui est très sélect, voit d'un bon œil le Togo qui peut encore prétendre à un autre seuil de ce programme. Mais vous savez quand même qu'il y a des critères politiques dedans. Bien sûr. Voilà. Et le Togo les a validés. Il a validé quoi? Les critères que vous évoquez. En politique, qu'est-ce qu'il a validé? Non, vous avez évoqué les critères, parce que les critères qui ont été communiqués, le Togo a validé ces critères-là. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, la démocratie permet à un pays de se développer. Si il n'y a pas de démocratie, à chaque fois qu'il y a une élection, on doit casser tout ce qu'on a construit. Vous voyez, on recule, et c'est pas bon. Je me rappelle, dans les années 70, 80, non 80 surtout, 70 j'étais encore un petit bébé, dans les années 80, quand on dit tu es Zaïrois, notre génération, ça veut dire que tu es riche. Voilà, Mobutu a créé le Zaïre, il est parti avec le Zaïre. Vous comprenez? C'est pourquoi j'ai dit la démocratie, c'est très important pour la stabilité de ce qu'on a produit, pour la stabilité de nos pays, pour la stabilité économique. Mais tant que nous sommes dans des pays où la stabilité politique n'y est pas, il ne faut pas compter sur le développement, il ne faut pas compter sur la stabilité économique. Mais attention, lorsqu'on dit stabilité politique, ça ne veut pas dire la même personne ou le même parti au pouvoir. On dit non, stabilité politique, ça veut dire que... C'est-à-dire vous avez une sorte de définition de la démocratie comme s'il suffisait que l'opposition vienne au pouvoir pour qu'on dise qu'il y a démocratie. Non. Je vous ai dit dès le départ,
qu'il faut des élections crédibles. Moi, je suis prêt à appeler mon adversaire. Mais les élections ne sont pas le seul critère de la démocratie. On a beaucoup de... La preuve, on est en train de faire un débat. Attendez. On est en train de faire un débat qu'on ne ferait pas dans une dictature, par exemple. Non, attendez. Il y a tout le monde aujourd'hui, il y a une certaine liberté dans le pays. Bon, maintenant, tout se résume pour vous au seul critère politique, c'est ça? Monsieur Niaoui, oui. Choisir le président de la République, moi j'estime que c'est le premier critère de la démocratie. Choisir les députés, c'est un critère de la démocratie. Ce qui existe dans les faits. Mais justement, lorsque vous me dites ça existe dans les faits, ici, lorsque, comment on l'appelle, vous allez dans les bureaux de vote, corrompre les gens, elle est où la démocratie? Lorsque, parfois, on se cache sous les têtes, on appelle les analphabètes, nos frères analphabètes ou nos mamans analphabètes qui sont à la maison, qui ne savent ni lire ni écrire, qui vient et dit, c'est dans le bureau de vote, il demande comment on vote, et vous voyez quelqu'un qui lui dit, ah, il faut appuyer ici. Et c'est qui? On appuie sur le candidat du pouvoir. C'est là, je vous dis, aujourd'hui, la population qui est censée nous noter n'a pas le niveau. Mais c'est à nous aussi de les éduquer. Est-ce qu'au-delà de tout ça, ce que les gens cherchent fondamentalement, c'est de bien vivre, c'est de manger à leur faim? Et quand il y a des opportunités comme ça, où on vous dit le climat des affaires est prospère au Togo, il y a du potentiel, mais les gens pourront rentrer dans ce potentiel et se développer. Sauf que personne, je vous dis la vérité, aucune entreprise étrangère sérieuse ne viendra s'installer dans un pays où il sait qu'à tout moment, il peut y avoir une crise politique et il va tout perdre. On a vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? C'est très important. C'est-à-dire, lorsque nous parlons des trucs comme ça, c'est très important. Philippe Atakpa, je propose qu'on marque une pause parce qu'il y a le temps du journal qui approche. On va continuer ce débat dans la seconde partie et on sera rejoint pour cette partie par le docteur Ekwe Folie, conseiller de l'Union des forces de changement. À tout à l'heure.